Maratchkala, la capitale du Daghestan. C'est vendredi, le jour de la prière dans ce bout de Russie, musulman à 80%. Des milliers de croyants se sont rendus à la grande mosquée pour écouter le prêche de l'imam officiel, un prêche très politique, en forme d'avertissement. Alors le fanatisme, qu'est-ce que le fanatisme? C'est quand on est amené à penser à des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit. La non-connaissance des vrais buts de la religion conduit les gens au fanatisme. Le gouvernement gère les affaires et les oulémas, le spirituel. L'œil de Moscou jusque dans la mosquée. Depuis quelques mois, le Daghestan est la nouvelle hantise du Kremlin. La plus grande république du Caucase, tout au sud de la Russie, est en train de devenir la nouvelle Tchétchénie. Groupuscules islamistes contre forces de sécurité, assassinat des responsables politiques, attentats suicides contre les postes de police, répression aveugle, des centaines de morts. Et pour la première fois, le 29 mars dernier, le conflit déborde les frontières et frappe le cœur de Moscou. Un double attentat suicide dans le métro aux heures de pointe, 40 morts et des dizaines de blessés. La Russie réclame vengeance. Ces gens ne sont pas des êtres humains, ce sont des animaux féroces. Nous allons les trouver et tous les détruire. Les animaux féroces avaient des visages d'anges. Deux jeunes femmes, Janet, 17 ans seulement, et Mariam, une institutrice de 28 ans. Mariam venait de cette région perdue du Daghestan. Balakhani, un village isolé au cœur des montagnes. C'est ici qu'habite la famille de la kamikaze. Écartelés entre leur chagrin et la peur des représailles, les parents de Mariam restent comme hébétés. Et il n'y a eu aucun signe annonciateur? Non, pas du tout. C'était la jeune fille la plus calme, tranquille, plus que nous. Les jours précédents encore, elle plantait des roses et entretenait le jardin. Quand on fait cela, on ne projette pas de se faire exploser. Et les parents de Mariam refusent d'être assimilés à des extrémistes religieux. Ici, il n'y a jamais eu de soulèvement. Ils essaient de nous monter les uns contre les autres, mais nous vivons seulement en accord avec les règles d'Allah et les lois de la Russie. Nous ne nous écartons pas de cela. Une harmonie à jamais brisée. Depuis, la région est bouclée comme une scène de guerre. Tous les kilomètres, des jeeps de l'armée postés prêtes à intervenir. À l'entrée des villages, des fortins pour filtrer la population. Un peu plus loin, des blocs de ciment censés décourager les attentats suicides. Dans la capitale, les hommes en armes sont omniprésents avec des chiens renifleurs d'explosifs. Le Kremlin entend rester maître chez lui et vient pour cela de nommer un nouvel homme fort. Rizvan Kurbanov est vice-président du Daghestan depuis mars dernier. Sa mission, éradiquer comme en Tchétchénie tous ceux qui pourraient s'opposer à l'ordre établi. Voici Ramzan Kadyrov, le président tchétchène. Il m'a fait l'honneur de venir dans ce bureau en avril dernier. Il a une énorme expérience de la lutte contre les bandits. Il l'a démontré au monde entier. Il va nous aider dans ce combat vital. Une répression aveugle, c'est précisément ce qui effraie les rares associations de défense des droits de l'homme. Dans une banlieue de Maratchkala, le minuscule bureau des maires du Daghestan, l'association essaie de retrouver les disparus et de faire cesser les arrestations arbitraires. Svietlana s'est lancée dans ce combat depuis l'enlèvement de son fils par la police. C'était il y a 3 ans. Depuis, l'ONG est harcelée par le pouvoir. Ici, sur tout le mur, nous avions des photos des disparus et des morts. Mais l'année dernière, en août, ils ont mis le feu à notre bureau. C'était clairement un avertissement. Svietlana continue pourtant à lutter contre les arrestations et les violences arbitraires. Le lendemain, elle insiste pour nous emmener dans un village au nord du Daghestan. Un jeune homme a été enlevé depuis 16 jours. La police a menacé tout le village de représailles si les parents parlaient. Ils ont pourtant appelé l'association. À l'entrée de la localité, Svietlana est assaillie par la famille du disparu. Voilà le passeport de mon fils. Regardez. Ils sont venus dans une voiture sans plaque et un policier a dit qu'il le ramènerait dans 2 jours.
qu'il serait de retour à la maison. Et depuis, vous n'avez pas de nouvelles. Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle, rien. Et cela arrive partout. 3 gars ici, 3 gars dans un autre village. Et les villageois qui avaient protesté contre l'enlèvement montrent quel traitement ils ont reçu des policiers. J'ai honte, mais je le montre. Regardez comment ils m'ont battu. J'ai ça sur tout le corps. Et là, regardez. Et on s'étonne qu'il y ait des révoltes et que les gens prennent le maquis. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait des terroristes. Pour dissuader d'éventuelles vocations, le FSB diffuse les images de ces opérations spéciales. Les corps sont soigneusement filmés, les candidats au maquis sont prévenus. Une guerre psychologique jusqu'ici peu efficace. Officiellement, il n'existerait qu'une quarantaine de combattants ennemis. En réalité, chaque jour, de nouvelles recrues basculent dans la clandestinité. 2 femmes ont accepté de raconter dans quelles conditions leurs hommes ont rejoint la rébellion islamiste. Il a été arrêté une fois et il est revenu les ongles arrachés, brûlé à la cigarette, les bras cassés avec des plaies à la tête. Il a été torturé, tout simplement. Ici, tous les jeunes hommes qui sont des musulmans convaincus sont persuadés qu'il vaut mieux mourir les armes à la main que battus à mort dans les geôles de la police antiterroriste. La charia n'est pas dangereuse. Regardez les pays musulmans. Ils appliquent la charia et tout va bien là-bas. En prison ou au combat au Daghestan, la mort est souvent au bout du chemin. Les autorités locales tentent de faire disparaître les cadavres de la sale guerre. Le charnier est soigneusement dissimulé loin derrière le grand cimetière de Marachkala. Là, c'est le cimetière musulman. Et là, le cimetière russe. Voilà, on arrive à l'emplacement des tombes secrètes. Ici, les morts n'ont plus d'identité, seulement un numéro. C'est un endroit horrible. Il est écrit « Homme 141, enterré le 16 juin 2010 ». Et ici, il n'y a pas que les terroristes tués en opération spéciale. Il y a aussi les victimes de bavures au commissariat, ceux qui ont été enlevés et que l'on n'a jamais retrouvés. Pour que les familles ne les identifient pas, ils les enterrent secrètement en donnant seulement un numéro. Moi-même, j'ai recherché le corps de mon fils ici, mais je n'ai pas pu le trouver. Combattants islamistes et victimes de la répression aveugle jetés ensemble dans l'oubli, aucune statistique sur le nombre de morts ou de disparus, comme une nouvelle Tchétchénie.